Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. J'ai allumé le chat à droite. Je vois que certains sont connectés, comme Patricia Samy, Christophe de Roland, Stéphane Roussier, que je connais. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message pour me dire si on entend? OK. Donc, je vois que la réception est OK. Bonjour à tous, je suis Benoît Durantisnès. C'est une première pour moi, ce webinar. Donc, j'apprends en temps réel. Je vais essayer de vous faire partager l'expérience du management de transition sur le thème franchir des caps grâce au management de transition. Donc, ce webinar, il va durer 1 heure. C'est un partage d'expérience. Pour le bon déroulé, je vous propose de vérifier que vous avez bien coupé votre micro. Et puis, vous avez normalement en bas un petit chat marqué converser. Vous pouvez vous poser vos questions. J'essaierai de voir si j'y réponds en temps réel ou si je les regroupe à la fin. J'en ai déjà une ou deux reçues par le mail ou échangé avec les uns et les autres cet après-midi alors qu'on avait préparé. Je crois qu'il y a un bon succès sur ce sujet, puisque je crois que plus de 150 personnes se sont inscrits. J'en suis très content. Je vais commencer par me présenter rapidement, et puis je vais en fait essayer de vous faire aborder le management de transition selon plusieurs prismes, et en l'occurrence 3 prismes. Le premier prisme, c'est sous l'angle du manager de transition, puisque il se trouve que moi aussi je l'ai été. Je vous raconterai ça. Le deuxième prisme de lecture, c'est en tant que fondateur et dirigeant de Wayden, entreprise de management de transition, donc peut-être plus avec les visions de ce qu'attendent les clients. Et puis le troisième prisme, c'est en tant que membre du conseil d'administration et vice-président de France Transition, qui est la fédération des acteurs du management de transition, peut-être plus sur une vision globale du marché. Euh, euh, alors, je reprends un petit peu mes éléments. Voilà, donc euh, je vais vous parler, tout d'abord du management de transition en tant que manager, ex-manager de transition, puisque pour ceux que je connais, ils le savent, mais avant de fonder Wayden, j'ai fait 4 ans de mission, un peu malgré moi. Je ne savais pas que ça en était, puisque j'ai quitté en 2008 un groupe important que certains connaissent qui s'appelle Alten. Et puis en quittant ce groupe où j'avais des fonctions de dirigeant, un groupe de 15 000 personnes, je me suis dit que moi, ce qui me plaisait, c'est d'aider des entreprises à se redresser, à franchir les caps, comme j'avais pu le faire dans ce groupe-là, auprès de filiales qu'on m'avait confiées. Et puis, j'ai monté une entreprise et je me suis mis à me facturer pour apporter une aide opérationnelle quotidienne en tant que directeur général pendant 4 ans sur 2 missions. Les enseignements que je peux tirer en tant que ex-manager de transition, ils sont, je dirais, de 3 ordres. Le premier, dont je vous parlais en tant que manager de transition d'abord, de 3 ordres. Je peux vous donner, globalement, le but, c'est pas de parcourir tout, mais peut-être de vous partager 3 conseils si vous voulez devenir ou embrasser la carrière ou le métier de management de transition, parce que je pense que c'est un métier. Euh, la première, c'est de se préparer. Et la première, c'est de se préparer en fait en permanence. Euh, je ne sais pas quelle est la situation des uns et des autres, mais il se trouve que souvent, à partir de 45 ans, aujourd'hui, ce n'est plus une surprise et ça ne doit plus être une surprise que de vivre une situation de changement de job subite, parce que normalement, après 45 ans, ça doit vous arriver. Et ça doit arriver à chaque dirigeant ou chaque cadre supérieur. C'est pas une honte. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est normal. Et c'est normal parce que on a muté d'une situation où la performance était sur le manager lui-même à une situation où finalement, on est un
élément qui apporte une valeur ajoutée à un moment dans l'entreprise. Et puis parfois, et puis à un moment donné, les gouvernances, les décisions d'entreprise, le marché font qu'on n'est plus la bonne personne au bon endroit. C'est pas un problème. On a une valeur ajoutée à apporter potentiellement dans d'autres entreprises, mais c'est plus là. Donc il faut accepter que désormais une carrière, elle se passe par plusieurs étapes et puis ces étapes, il faut les préparer. Moi, ça m'est arrivé personnellement 2 fois. Une première fois en 2008 et puis une deuxième fois en 2010 quand j'ai dû changer de ma première mission que je faisais malgré moi. Et en fait, je me suis aperçu, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est que il y a 2 façons de réagir. Soit on met un petit mouchoir et on attend que ça se passe, soit en permanence, on cultive. Alors, on parle souvent du mot réseau. C'est un mot que j'utilise avec parcimonie parce que l'expérience montre que les gens qui parlent de réseau, en général, ce n'est pas forcément ceux qui ont du réseau. L'expérience montre que ceux qui ont vraiment du réseau n'en parlent jamais. Mais surtout, comment est-ce que ça se fait et quelle est la bonne manière de le faire? Je pense que le réseau, ça se fait fondamentalement quand on n'y pense pas, quand on le fait tout le temps, généreusement. Il faut être ouvert aux autres. Au fond, pour bien faire du réseau, faut aimer les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2020, si vivre une situation de changement de job est normal, le fait de le préparer est normal aussi. J'aime beaucoup la phrase du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui disait que de la même manière qu'une entreprise industrielle dans sa R&D, elle utilise 5% de son chiffre d'affaires pour investir dans sa R&D, le dirigeant ou le manager aujourd'hui, il doit utiliser 5 à 10% à préparer son avenir, à rencontrer du monde. La meilleure façon de le faire, c'est de rencontrer du monde en dehors de son écosystème, bien sûr, parce qu'au moment où vous quittez l'entreprise, ça ne sert plus à rien d'avoir. Et puis, c'est quelque chose qui apporte plein de choses, de la culture, un point de vue différent sur, sur le monde, pas forcément que professionnel. Et c'est très enrichissant. Donc, le management de transition en ça est une des réponses à un virage de carrière qui arrive à un moment donné. C'est une des nouvelles façons de travailler. Et premier élément, il comporte une prérogative, c'est de pouvoir en permanence être dans une quête et j'allais dire le premier devoir du manager de transition, encore aujourd'hui, c'est de trouver sa mission. Et donc sa mission, elle se trouve en cultivant son réseau. Les meilleurs managers de transition sont des personnes qui, au-delà de réaliser leur mission, ont aussi appris à connaître les bonnes personnes qui peuvent être pourvoyeurs de réseau, des providers comme nous, mais également des groupements de managers de transition, etc. Et c'est des gens qui savent anticiper la prochaine mission. Et finalement, c'est aussi ça qui donne la confiance, qui fait que d'une mission, on rebondit en mission et on arrive à des taux d'occupation intéressants en toute diversité et en revoyant à chaque fois différentes situations. Le deuxième conseil que j'aurais à donner en tant qu'ancien manager de transition, c'est que le manager de transition, c'est un métier à part entière, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que on est entre deux jobs et disponible sur le réseau, excusez-moi, je lis un des commentaires et je lis le commentaire de Damien Sécurlac. Je fais une petite parenthèse sur le réseau et il parle d'un des papes du réseau qui s'appelle Hervé Baumlaer, qui est une des pointes en la matière de réseau, et je recommande forcément les lectures d'Hervé Baumlaer, qui a écrit des bouquins là-dessus. Hervé Baumlaer, c'est un des dirigeants d'une entreprise qui s'appelle Enjeu les dirigeants et qui est un cabinet d'outplacement qui est assez connu. Donc, ce n'est pas parce qu'on est disponible sur le marché, excusez-moi, qu'on est forcément manager de transition. Effectivement, tout le monde n'est pas fait pour cela. Il y a un certain nombre de qualités et d'états d'esprit qu'il faut avoir. Déjà, je crois que le premier élément, c'est d'être passé fondamentalement, je le dis souvent, d'une logique de statut à une logique de contribution.
faut avoir soi-même franchi des caps vers l'humilité. Il faut avoir accepté qu'on arrive chez le client, qu'on doit délivrer tout de suite un résultat et que de toute façon, ça va durer un temps donné, c'est-à-dire que la mission va s'arrêter. Voilà, et je dis bien la mission va s'arrêter. On n'a pas d'avenir dans l'entreprise. Et ça ne doit pas être un problème parce que c'est aussi ce qui fait la force de l'entreprise. Et puis, deuxièmement, bien souvent, c'est qu'on n'aura pas les lauriers. On n'aura pas les lauriers parce que, vous savez, une fois qu'on est parti, tout ce qu'on a fait, c'est positif pour l'entreprise et ça doit rester comme ça. Deuxième élément, c'est que c'est pas fait tout le monde parce qu'il faut rester très hands-on, très agile, savoir raisonner en dehors de la boîte, on dit out of the box en anglais, et savoir tout de suite dérouler une feuille de route. Et ça, c'est des choses qui, voilà, la mission de transition, on arrive sur une mission surdimensionnée, surcapée. C'est pas tant pour être à l'aise techniquement ou fonctionnellement, c'est bien plus pour être capable de ne pas se concentrer sur le technique et fonctionnel, mais au contraire, que ça soit un non-sujet pour pouvoir se concentrer sur ce qu'est le vrai point d'orgue du changement, ce sont les hommes. Et savoir s'asseoir à côté des personnes, à quelque niveau qu'ils soient, et souvent les niveaux les plus opérationnels, pour écouter, parce que bien souvent, ces gens-là, ils ont souffert, ils sont cabossés, et dans le cadre de retournement, de gestion du changement, et ils ont besoin d'être écoutés. Et puis, ils connaissent leur entreprise, ils sont investis, et ils ont envie de... Et ils connaissent les solutions aussi. Souvent, c'est eux qui ont les solutions, et ils n'ont pas forcément été toujours bien écoutés. Donc voilà, il faut être très agile, très hands-on. Je me souviens d'une mission, en fait, vous voyez, pour vous donner un niveau d'agilité, un niveau de capacité à réagir tout de suite, de rendre les choses, j'aime à dire, make it easy to work with. C'est une mission avec une personne qui nous écoute, qui est un manager de transition de métier, assez connu, un des meilleurs managers de transition en tant que direction générale dans le domaine du retail en France, qui s'appelle Christophe de Roland. Et on a démarré ensemble une mission un peu au pied levé où il s'agissait de reprendre une entreprise de boulangerie d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires basée en Suisse. On nous a appelés en urgence. J'ai appelé ce manager un samedi ou un dimanche. Sa première réaction, une fois qu'on avait briefé, c'était OK Benoît, mais dis-moi à quelle heure on doit être lundi matin à Orly pour aller voir le client. Voilà, c'est tout de suite. Il n'y a pas de, on n'est pas forcément, on est tout de suite projeté dans le déroulé de la feuille de route. On n'est pas forcément dans les contextes, les avantages et tout ça. Alors c'est important, mais souvent dans ces missions à enjeu, le client il doit résoudre une problématique urgente qui est critique pour son entreprise, pour ses collaborateurs, pour son sujet, et on est projeté tout de suite dans la solution. Ce sont des champs donc, qui sont humbles, et il faut garder aussi une certaine finalement simplicité. Alors, le troisième volet, donc voilà, je disais par rapport à devenir un manager de transition, c'est préparez-vous en permanence, voilà, cultivez régulièrement des rencontres pour pouvoir créer des opportunités potentielles. Mais ça, je dirais, c'est aussi un conseil que je pourrais donner à toute personne qui recherche un job. C'est soyez dans la contribution, dans l'humilité, et essayer de raisonner en dehors de la boîte, ce qui est d'autant plus simple qu'on est affranchi bien souvent de la politique de l'entreprise. Et puis, j'allais dire, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je peux être manager de transition, est-ce que je remplis les critères et tout, et je dirais, il n'y a pas tant de critères, si ce n'est que ces postures, soft skills, c'est oser. Oser, c'est souvent à la question est-ce que je dois rentrer dans le management de transition pour en faire mon métier, ou est-ce que je peux faire une ou deux missions? Je dirais, c'est pas tant le sujet, il n'y a pas de règle, lancez-vous. Aujourd'hui, c'est vrai que chez Wayden, on travaille à 70% avec des gens qui en ont fait leur métier, à 30% avec des personnes qui n'en ont jamais fait, et puis qui se
qui se lancent finalement, parfois entre deux jobs, parfois sans savoir s'ils ont envie d'en faire ce métier, mais c'est pas le sujet. À partir du moment où il y a la posture, rien n'empêche de faire une ou deux missions, de voir si on l'a fait, de prendre les précautions. Et puis après, vous savez, je pense que pour les vrais managers de transition, c'est plus le mode projet, c'est plus l'envie d'apporter à un moment donné une valeur ajoutée à un sujet, à une mission, que le sous-jacent contractuel de pouvoir se poser un galon, je suis manager en transition, et tout ça. Donc, le contrat n'est qu'un sous-jacent. Le contrat, que ce soit un CDI, CDD, intérim ou par l'intermédiaire d'un provider comme nous, c'est un sous-jacent. En revanche, l'expérience montre que ceux qui ont embrassé ces carrières, qui font des missions après les missions une autre, sont des gens qui souvent, une fois qu'ils ont résolu justement cette problématique de trouver leur prochaine mission, par le fait de rencontrer en permanence du monde, par le fait d'avoir créé leur réseau pour trouver leur mission, ils y ont pris goût. Ils y ont pris goût et puis ils ont pris un certain goût à la liberté, au côté apolitique, en tant que faiseur de solutions tout de suite, de manière opérationnelle. Voilà. J'allais presque dire, pour finir cette première partie, que être un bon manager de transition, c'est presque du registre d'être un entrepreneur. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, on accepte quelque part de gérer une certaine précarité, en limitant finalement cette précarité par le fait qu'on met en œuvre des actions pour pouvoir en permanence alimenter la capacité à trouver une prochaine mission. Mais une fois qu'on a résolu ça, c'est plein d'avantages et c'est plein d'effets bénéfiques qui font qu'on a vraiment le sentiment d'apporter quelque chose à part entière. Voilà, je vous ai donné un premier prisme de lecture par le prisme du manager en soi. Je vais essayer de switcher d'un tiers et puis de vous donner un prisme de lecture en tant que fondateur et dirigeant de Wayden, donc Wayden, entreprise de management de transition. Peut-être revenir sur 2-3 éléments, bien que je vous inviterai à aller sur notre site. Wayden, on est une entreprise de management de transition pure player. On ne fait que ça depuis 2008. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs avec les meilleurs managements de transition. Pour donner 2-3 repères, j'aurais pu projeter quelque chose. On existe depuis 2008. On a fait près de 500 missions opérationnelles réalisées et on a organisé une base qui globalement regroupe plus de 4000 personnes et on rencontre en permanence du monde qu'on sélectionne chez Wayden parce qu'on veut opérer des missions à haut niveau. On intervient dans 3 cas, le renforcement, le remplacement et le retournement. De manière opérationnelle chez des clients qui font plus de 200 millions dans le monde de l'industrie, des services et du retail et positionnés sur des fonctions opérationnelles du comité de direction. Donc, fort de cette expérience de plusieurs années, je vais dire, qu'est-ce qu'attendent les clients d'un manager de transition, pardon. Les clients, aujourd'hui, le monde s'accélère. Donc, j'allais dire la transformation, c'est une obligation pour toutes les entreprises pour survivre. On l'a vu depuis plusieurs années. Le manager de transition est arrivé en France début 2000, début des années 2000. On était historiquement sur les managers de transition qui sont les personnes qui sont là pour faire un retournement, fermer un site industriel, voilà, les fermeurs de sites. On a complètement migré sur des projets de transformation. Ces projets de restructuration ne représentent guère plus de 10% de nos missions. Le management de transition, ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans les dernières années, dans les 4-5 dernières années, auprès de nos clients, on est passé d'une logique d'évangélisation à une logique de différenciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, des gens comme nous, chez Wayden, quand on allait voir des clients pour
pour évangéliser le marché, pour leur expliquer ce qu'on faisait et qu'il pourrait y avoir recours. L'histoire, c'était de leur raconter qu'est-ce que c'est que le management de transition. Aujourd'hui, c'est plus ça, ils savent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi Wayden plutôt qu'une autre entreprise. Et sans rentrer dans ce débat-là, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une maturité de marché qui fait que le management de transition est désormais reconnu comme une solution et donc les missions se multiplient. Aujourd'hui, le marché, dans la dernière étude Xerfi qui a été faite par la fédération, c'est aux alentours de 2000 missions par an. Quand je parle de 2000 missions par an, je parle de missions full-time avec des dirigeants ou des managers qui sont chez nos clients, qui ont une durée environ de 6 à 7 mois et qui sont chez nos clients sur des fonctions de comité de direction. C'est un marché qui croît aujourd'hui de 15 à 20% par an. C'est une bonne nouvelle, mais on est encore dans un schéma où, paradoxalement, il y a peu de missions et beaucoup de gens disponibles. Donc la clé, et ça regroupe un petit peu, ça renvoie un petit peu à la première partie dont je vous parlais, la clé c'est de trouver ses missions, aussi bien pour vous, potentiellement, si vous voulez être manager, que pour des acteurs comme nous qui cherchons les missions. Donc la clé, c'est une dimension commerciale d'aller chercher des missions. L'expérience montre que ce qu'attendent les clients aujourd'hui, ils attendent une exigence croissante parce que comme ils savent qu'il y a beaucoup de disponibilité, ils veulent avoir la bonne personne au bon moment. Au niveau d'intervention où on agit chez nos clients sur les missions, il faut bien se mettre dans le contexte du client. Je ne sais pas s'il y en a ce soir parmi nous. Vous avez une mission à confier. J'allais dire sur un sujet qui est quasiment un caillou dans votre chaussure, avec un enjeu critique, soit sur votre objectifs, soit sur votre bonus, soit plus gravement sur votre périmètre, votre entreprise, voire des people. Donc, on est sur des choses sérieuses qui sont engageantes et naturellement, vous voulez avoir la meilleure personne. Et quand on va avoir la meilleure personne, puisque nous, on va sélectionner des gens sur Capé, souvent, la différence se fait sur des soft skills, sur de l'alchimie entre deux personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les managers ne vont pas chez tous les clients. Voilà, il y a des composantes importantes entre la personnalité du manager, la personnalité du client, la culture de l'entreprise, et ça, c'est au-delà de toute expérience. Je pense toujours à des clients de type, regardez des entreprises familiales. On a eu un client, c'est Sodebo en Vendée. Voilà, c'est une entreprise mais extraordinaire, 400 millions d'euros, 2000 personnes sur un site. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde est en jean, en t-shirt. Il y a vraiment une super culture dans cette entreprise sur un sujet de directeur financier. Si nous avions emmené un directeur financier qui était quelqu'un habillé comme moi aujourd'hui, avec une chemise blanche et un costume bleu marine, une cravate dans le 8e, ça ne va pas du tout. Donc en fait, voilà, il faut savoir aussi s'adapter. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, nous, en amont, on rencontre tous les managers, évidemment, dans les processus de sélection qui sont assez drastiques, avec lesquels on va se permettre de pouvoir avancer sur une mission. Et on va rencontrer tous les clients parce que ce delta qui est lié à l'alchimie entre deux personnes est critique sur le niveau d'intervention auquel on va. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas tant ce qu'attendent les clients, c'est aussi ce qu'attendent les managers. Moi, j'ai connu des managers de transition qui disent non à une mission, non pas parce qu'ils ne sont pas capables techniquement ou fonctionnellement, mais plus parce que, pour une raison X ou Y, il y avait des éléments, si j'ose dire, alchimiques et sur lesquels on ne peut pas discuter, qui ne convenaient pas au manager. Et c'est ça aussi la liberté du manager à partir du moment où on a constitué sa capacité, si j'ose dire, à avoir le choix. Le deuxième élément sur ce qu'attendent les clients, et là je rebondis un petit message que me fait en chat une personne que je connais bien, c'est évidemment toujours en se mettant dans la place du client,
Moi, voilà, je pourrais vous donner quelques chiffres tout à l'heure sur la fédération, sur les baromètres. Une mission de transition, ça coûte environ 1 200 à 1 500 euros jour aux clients, hors taxe. J'ai envie d'avoir des résultats tout de suite. Donc, c'est les quick wins. Et être manager de transition, dans la vision du client, c'est aussi être capable de délivrer tout de suite. Notre temps d'impact sur la mission, il n'est pas de 90 jours. Chez nous, il est de 10-15 jours. Voilà. Au bout de 10-15 jours, si vous avez un caillou dans la chaussure, vous confiez une mission à un manager de transition par l'intermédiaire de Wayden ou autre, vous voulez des résultats concrets, vous voulez voir que ça commence à bouger. Et ça, c'est assez complexe, parce qu'au-delà de la façon d'être, c'est aussi de la méthodologie. C'est-à-dire, il faut en moins de 10 jours être capable de cumuler la prise en main d'un sujet qu'on est censé connaître, puisqu'on est quand même censé l'avoir déjà fait dans des conditions plus importantes, mais aussi d'une culture, mais aussi d'une équipe, et tout ce qui est indicible, comme le sociogramme de l'entreprise. Donc, la mise en place des quick wins, c'est quelque chose qui est capital. Je me souviens d'une mission qu'on a fait à nouveau en Suisse avec une entreprise qui est une spin-off de Clariant, avec un manager de transition de métier qui est DSI, qui est toujours DSI. Et si vous voulez, dans la logique des quick wins, alors c'est quelqu'un qui avait beaucoup de méthodologie, qui est un on va dire, des meilleurs DSI de transition de France, qui s'appelle Pierre Fauquenot, et en arrivant sur sa mission, une des premières actions pour impacter la mission qu'il a pris, c'est d'aller renégocier en Suisse tous les consultants SAP qui étaient là. Et alors, on est sur une entreprise qui faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires, qui faisait 3 500 personnes dans le monde, où il y avait une flopée de consultants à droite et à gauche, et notamment des consultants SAP dans la mise en place de SAP. Il a été juste renégocié les taux journaliers de SAP, parce qu'il avait constaté qu'il y avait des divergences majeures par rapport au marché normal. Rien qu'avec cette action-là, auprès de la direction générale, il a payé sa mission, qui a duré 6 mois, qui était un retournement très complexe d'une DSI organisationnelle suite à un spin-off qui s'était mal passé. Et voilà. Et le registre des quick wins, je pense que c'est quelque chose de capital. Le troisième élément conseil que je peux apporter en tant que dirigeant d'entreprise de management de transition sur ce qu'attendent les clients de la part du client, c'est effectivement de pouvoir apporter un cadre, un support, une méthodologie. Il est rare, pour rebondir également sur un message que j'ai, parce que j'essaie de lire en même temps, c'est pas facile. Il est rare que la situation de départ soit connue à 100%, que le client ait même le courage managérial, parce que vous savez, bien souvent aussi, on est les justificatifs de non-courage managérial de nos clients. Mais c'est notre job, on l'accepte. Et il est rare qu'on ait la picture parfaite de ce qu'est la situation, surtout quand elle est très complexe, d'un client qui finalement est assez timide à nous dire que ça ne va pas du tout, que c'est de son fait et qu'il faudrait nous trouver une solution avec un dirigeant surcapé qui vient et qui a déjà fait et qui sait comment faire. Voilà. Notre job en tant qu'entreprise de management de transition, c'est de garantir la qualité de la mission à la fois pour le client et pour le manager. Alors, vous allez entendre et vous allez voir, et Wayden, on est les premiers, on a développé des méthodologies, on est labellisé Bureau Veritas Certification. J'allais dire ça, c'est pour rassurer tout le monde, mais je pense que la vraie valeur ajoutée d'une entreprise comme Wayden sur une mission, et je parle à la fois en dirigeant de Wayden et à la fois en ancien manager de transition, c'est le fait que bon, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que quand vous êtes sur une mission de transition, je peux vous assurer, et je pense que personne qui fait des missions ici me contrera, on est tout seul. On est tout seul pour trouver des solutions sur des trucs inextricables, auxquels nos clients n'ont pas su trouver les solutions. Et on est censé apporter, être le messie et apporter tout de suite une valeur ajoutée. Je peux dire que c'est un peu abrupt de temps en temps. Et je crois que ça fait du bien, en tout cas chez Wayden, c'est ce qu'on essaie de faire, de créer on n'essaie pas de faire, on le fait, on crée un binôme directement avec le directeur associé qui s'occupe de la mission, qui chez nous est un ancien opérationnel d'entreprise au même titre. Et le fait qu'il y ait une discussion possible le soir de ping-pong, on n'a pas forcément les réponses, mais par notre expérience,
passer du terrain, on est capable de créer avec le manager on va dire, une discussion vertueuse qui fait qu'on trouve les solutions. Parce que les solutions, souvent, elles sont liées à une culture, elles sont liées, comme je disais tout à l'heure, à une politique de l'entreprise. Il faut avoir vécu, il faut connaître les organisations matricielles complexes de notre client. Et ça fait du bien de pouvoir échanger avec quelqu'un. La deuxième valeur ajoutée, j'allais dire, qui peut y avoir et qui va maximiser la qualité à terme de la mission chez le client au travers de ce qu'attendent attendre les clients au travers d'une entreprise de management de transition, euh, je dirais, c'est le fait que on travaille avec une entreprise, enfin avec Wayden ou un de ses directeurs associés, qui est le courage managérial d'aller à un moment donné, quand il y a une adversité, à discuter avec le client, protéger le manager parce qu'il est là pour le quotidien et pour le delivery, et prendre la charge d'aller devant le client pour recaler les choses. Parce que au départ, vous savez, on voit tout type de situations, soit on n'a pas tous les éléments, soit le cahier des charges évolue, et puis le client, il n'a pas toujours la volonté, le temps, parfois c'est involontaire, hein, ou le courage d'aller remettre les objectifs en phase. Or, nous, on est les fournisseurs et s'il se passe quelque chose de mal, c'est forcément nous qui sommes responsables. Donc, c'est notre rôle d'aller cadrer ça. C'est notre rôle d'aller voir le client et peut-être de dire de temps en temps, ça va pas. Ou de dire, écoutez, moi, j'ai le souvenir aussi de missions où typiquement, le client, dans sa tête, au niveau d'intervention, il va charger la mule avec plein de points, plein de points, plein de points, plein de projets, en rajoutant. Et c'est notre rôle d'aller dire à un moment donné, écoutez, monsieur le client, stop. Voilà, il y a 30 points ouverts. Je veux bien que les journées à nos niveaux d'intervention fassent 10 ou 14 heures, mais là, il faut que vous nous donniez les 10 priorités, etc. Et ça, c'est aussi une valeur ajoutée qu'on va apporter quand on est organisé en méthodologie, en support, en tant qu'entreprise de management de transition auprès du manager et du client. Et finalement, c'est la garantie, in fine, pour le manager comme pour le client, que la mission se déroule bien. Puis le dernier point que je remonterai sur cet aspect méthodologique, support de l'entreprise de management de transition dans le déroulé de la mission de transition, c'est davantage, je dirais, le fait qu'à un moment donné, nos managers, ils sont pas des MSI, ils ne peuvent pas tout savoir, ils ont une limite technique ou fonctionnelle, et là, il faut qu'ils aient immédiatement accès à la communauté de l'entreprise, en l'occurrence Wayden, pour qu'on puisse croiser les savoir-faire des uns et des autres, et on connaît forcément quelqu'un dans l'équipe, dans le réseau, qui a la réponse. Et c'est comme ça qu'on garantit le delivery d'une mission de transition. Et là, je dis bien aussi bien au niveau du manager que du client. Voilà. C'est la fin de cette deuxième prisme de lecture côté en tant que dirigeant de Wayden, entreprise de management de transition, sur dans la mission de transition, qu'est-ce qu'attendent les clients et comment optimiser cette mission de transition. Je vais encore tourner d'un tiers et peut-être vous parler maintenant avec ma casquette de membre du conseil d'administration de France Transition sur le management de transition en plus général, sur le marché vis-à-vis des missions de transition. Et peut-être commencer par faire un petit point sur ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, je ne vais pas le répéter, c'est tout à fait inédit. Je crois que personne s'y attendait et personne n'imaginait que ça puisse arriver. C'est arrivé en 48 heures. Et voilà un peu la situation. Alors, je vais parler, on va dire globalement, je vais vous parler un peu de ce qui nous est arrivé chez Wayden, comment on a réagi, mais je pourrais mettre en relief aussi au niveau de nos confrères, puisque on a eu un dernier conseil d'administration le 2 avril avec l'ensemble de France Transition, des membres. Hein. Aujourd'hui, France Transition, c'est 25 entités, à la fois des entreprises de management de transition et à la fois des groupements de management de transition. Puis évidemment, on a partagé, mais globalement, ça converge globalement. En 2 jours, nous, chez Wayden, on a perdu, c'était limité à 10% de notre business. C'est plutôt une bonne nouvelle, presque 10%. Sur le marché, les fourchettes sont entre 10 et 30%. La raison, c'est que je pense on est positionné plutôt au niveau sur des fonctions critiques. Donc, toutes les missions de DG, de DAF, de DRH,
n'ont quasiment pas été arrêtés. Ce qu'on a vu s'arrêter, nous on a eu, oui, actuellement on doit avoir une cinquantaine de missions qui tournent, ce qu'on a vu s'arrêter, c'est les 3 directeurs de sites d'usine, et la raison, c'est simplement que l'usine fermait. Et il y en a même une qui a redémarré parce que notre manager de transition, dans sa capacité à proposer des solutions, a proposé justement que comme l'usine se fermait, il puisse mettre en œuvre, continuer sa mission et mettre en œuvre toutes les opérations de maintenance qui étaient prévues cet été pour que cet été, ça puisse tourner. Donc, on est vraiment là dans une action qui a permis d'arrêter la mission, mais de remettre démarrer derrière. Et puis, les 2 autres, c'est des modes projet sur typiquement un directeur de projet SAP, voilà, qui a été coupé parce que c'est pas le sujet en ce moment et tout le monde fait attention, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'expérience de ce dernier mois pour une entreprise de management de transition et plus généralement pour nos confrères, elle a été que la casse a été relativement limitée, les missions continuent, parfois en télétravail, on sait gérer, voilà. Et donc, c'est plutôt un stand-by, enfin, un arrêt limité. Je mets ça en regard, hein, par exemple, vous prenez sur des fonctions plus générales, si vous regardez les chiffres de l'intérim, en 48 heures entre le 15 et le 17 mars, il y a 75% de l'activité d'intérim qui s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il y avait 700 000 intérimaires en France, il y en a du jour au lendemain plus que 200, 250. Donc, on est loin de ces chiffres-là et je pense que la raison, c'est le niveau d'intervention et sur le fait que on est critique. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis cette période-là, depuis le 15 mars, il y a moins de missions qui démarrent, évidemment. Mais ce qu'on sent, alors je vous donne par exemple quelques chiffres. En général, chez Wayden, le rythme actuel en conditions normales de température et de pression, on fait démarrer entre 6 et 8 missions par mois. Bon, depuis le 15 mars, on a fait démarrer 2 missions. Et je dois dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne pensais même pas qu'on pourrait faire démarrer une mission pendant ce temps-là. La question, c'est combien de temps ça va durer. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2 jours, depuis que Emmanuel Macron a annoncé la date du 11 mai, là, on a nos besoins, c'est-à-dire nos leads, les missions potentielles qui vont démarrer, sur lesquelles nos clients peuvent se projeter. Le problématique principal n'est pas tant une question de mise en œuvre d'un dirigeant chez eux sur une mission, ni potentiellement de budget, c'est une question de capacité à être physiquement là, puisque une mission de transition, c'est essentiellement une opération, une mission opérationnelle et managériale. Et dans la dimension managériale, en télétravail, c'est un petit peu dur. Donc, ce qui est sûr, c'est que les entreprises vont continuer à se transformer. Honnêtement, où on va, je vais vous le dire en toute transparence, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la transformation des entreprises va devoir s'accélérer. On l'a vu dans certaines entreprises, notamment dans le retail, qui n'avaient pas fait leur transition digitale, qui sont fort dépourvus aujourd'hui. Il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, comme la capacité à télétravailler, qu'il va falloir intégrer. Donc, tous ces aspects-là, ça va être des opportunités de transformation sur lesquelles on est évidemment positionné dès qu'on va parler de conduite du changement, dès qu'on va parler de lead, managérial, de dirigeant. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il va y avoir si j'ose dire, beaucoup de dégâts industriellement. Il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de saigner beaucoup et il va y avoir besoin aussi de gens qui sont capables de mettre en place des plans de transformation, de les faire redémarrer, etc. Et ça, je pense que c'est une capacité, en tout cas, c'est une fonction fondamentale du manager de transition. Le redémarrage, je pense, va être difficile pour beaucoup et c'est sûr que tout ce qui est les fonctions de direction financière, de DRH et de direction générale vont être critiques et clés. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il va y avoir des missions de réorganisation, de restructuring. Maintenant, quand, c'est la grande inconnue. Est-ce que j'ai une bonne vision et je dis la vérité? Je n'en sais absolument rien. Voilà, donc c'était un peu le volet pour vous partager en fait
le management de transition avec le prisme global du marché. Vous savez aussi, vous avez peut-être vu, je vous invite à aller sur le vieux site qui est en refonte de la fédération, l'ancienne FNMT, où vous allez pouvoir télécharger, si vous ne le connaissez pas, une étude qu'on avait confiée à Xerfi en 2017 sur le management de transition et qui donne un peu des clés, des chiffres sur le marché du management de transition. Je vais essayer, à présent j'en ai terminé, je vois qu'il y a des questions qui tournent, je vais essayer d'y répondre. Je vais tout d'abord prendre une question qui nous a été posée par mail avant le webinar. C'est une dame qui s'appelle Anne-Françoise Scott qui nous pose la question: a-t-on des statistiques sur le management de transition, sur le taux d'occupation d'un manager de transition? Alors ce que je peux vous dire, c'est que le taux d'occupation d'un manager de transition, globalement, pour ceux qui se débrouillent le mieux, c'est du full-time. Ils anticipent, comme je disais tout à l'heure, les missions les unes par rapport aux autres. Ce que je peux vous répondre, c'est peut-être par une autre réponse, c'est que la durée moyenne du baromètre de la Fédération en 2019, c'est-à-dire la compilation des chiffres de toutes les durées d'émission, est exactement de 6,86 mois en moyenne. On parle d'un panel d'environ un tiers du marché, c'est-à-dire aux alentours de 700 missions. Voilà, sur 700 missions de France Transition, la fédération, 6,86 mois. On me demande aussi la répartition entre les hommes et les femmes dans les missions de transition. Sur 2019, elle est de 27% pour les femmes et 73% pour les hommes. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a fortement évolué. Il y a 4-5 ans en arrière, on était aux alentours de 15-16%. Voilà. Après, il y a une disparité dans les fonctions. On voit plus de DRH femmes, c'est comme ça, que de directeurs financiers femmes. C'est peut-être culturel, mais voilà. Le taux de transformation des missions de transition en CDI. Alors, ça, c'est une question intéressante. Si la question est posée pour savoir si j'ai une opportunité que ça devienne un CDI, en général, le management de transition ne fonctionne pas. C'est-à-dire la pire façon de démarrer une mission de transition, c'est d'arriver en se disant: tiens, je vais faire un peu de politique et je vais me faire recruter. Parce que justement, on perd tout ce côté politique, ce côté liberté, qui est la valeur ajoutée qu'on apporte sur une mission, la capacité à dire non, la capacité à proposer des nouvelles solutions de manière extrinsèque au sociogramme et à la politique de l'entreprise. Maintenant, pour répondre factuellement à la question, on constate que 10 à 15% des missions se transforment en CDI. En fait, ce qui se passe, c'est 10 à 15% des missions. On a des clients qui disent: ah bah tiens, j'ai la bonne personne, elle est sous la main, je vais lui proposer une mission. Ce n'est pas le résultat qu'il y a, parce que l'expérience montre aussi que les managers de transition qui sont sur des missions qui en ont fait et qui ont pris goût et qui en ont fait leur métier, ils refusent les missions. Je me souviens d'une position de DRH d'un groupe de 800 millions d'euros dans le domaine du service où on venait de faire une mission d'1 an et le dirigeant de l'entreprise, le CEO de l'entreprise, me dit: oh ben alors attendez, parce que votre manager Thierry, je vais le sécuriser, je vais lui proposer un contrat. Je dis: ben allez-y, discutez avec Thierry. Et il a été voir Thierry et Thierry lui a dit: mais jamais de la vie, moi je veux rester en mission, je suis à l'aise comme ça et après une mission, j'aurai une autre mission et il y aura un terme à mission. Je n'ai pas dit que je partais, mais en tout cas, je serai là le temps de la mission. Et puis la tendance du marché, croissante ou décroissante, allez, jusqu'au 15 mars, je vous aurais dit que c'était entre 15 et 20% par an. Il faut regarder les chiffres de la fédération, le baromètre. Le baromètre de la fédération va être publié dans les prochaines semaines. On a validé le communiqué de presse hier et c'est au président Jean-Pierre Lacroix de le diffuser. Ça va être fait et ça regroupe l'ensemble des chiffres de tous les acteurs de France Transition sur l'année 2019. On tient ça chaque année. On a 7 ans de recul, donc on a une bonne vision. Depuis 7 ans, on est sur des fourchettes entre 15 et 20% de croissance du management de transition en France. Donc, c'est pour dire si ça croît. Maintenant, depuis le 15 mars, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. À la fin de l'année, on a demandé à l'actualisation de l'étude Xerfi. On est en cours, on va prendre un point haut à fin 2019 et on fera des entretiens qualitatifs pour voir tout ça à la fin de l'année. Je prends les questions maintenant dans le chat. Comment s'opère la rémunération du manager de transition? Alors,
En général, quand ils passent par une entreprise comme nous, je dirais il y a trois possibilités, dont deux les plus usitées. Par exemple, chez Wayden, on utilise deux manières. Soit le manager est soit un manager de métier, il a lui-même monté son véhicule de facturation, une SARL ou une SAS, et on intervient en sous-traitance et le manager intervient en marque blanche avec une casquette Wayden chez les clients. L'alternative, ce serait un manager qui n'a pas forcément de structure, parce que je ne pense pas qu'on monte une structure pour une ou deux missions ou parce qu'on ne sait pas. Et là, on offre des intermédiations de portage salarial qui fonctionnent très très bien. On a référencé quelques entreprises avec différents niveaux de service et ça fonctionne très bien. Il y a une autre façon de fonctionner que quelques acteurs utilisent, pas nous chez Wayden parce que ça ne correspond pas à la gamme à laquelle on intervient, c'est le cadre juridique de l'intérimaire, qui sont pratiqués par certains. Et pour répondre, Wayden ne pratique pas directement le portage salarial, on a des intermédiaires parce que c'est un vrai métier et c'est en l'occurrence pas notre métier. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre? Quel est le taux d'émission à l'international? Alors, le taux d'émission à l'international, aujourd'hui, c'est, si on prend les chiffres de la fédération, c'est 14%. Voilà. Sur l'année 2019, alors quand je parle international, c'est opérer avec un manager français qui va physiquement intervenir à l'international. 14%, c'est le chiffre global de la fédération. Chez Wayden, on est aux alentours de 17%, peut-être parce qu'on a une culture aussi et des connexions internationales. Il y a sur les entreprises de management de transition en France qui réalisent ou qui déclarent réaliser l'international, il y a deux façons de faire. Il y en a ceux qui le font en direct avec l'international et il y a ceux qui interviennent avec des réseaux, c'est-à-dire qu'ils ont des correspondants dans tel ou tel pays. Nous, par exemple, nous avons des correspondants en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne qui sont les grands pourvoyeurs du management de transition. Je peux te faire peut-être une petite aparté sur la vision du management de transition, peut-être sur le marché européen. Et après, je répondrai sur une question que je vois de Stéphane Joly. Le management de transition n'est-il que parisien? Le management de transition en Europe a des disparités de maturité assez liées à la culture du pays. Alors évidemment, c'est arrivé en France au début des années 2000, assez tardivement parce qu'on est un pays latin. Ça vient des pays anglo-saxons. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché le plus mature en Europe, c'est l'Allemagne. Donc là où en France, en 2017, il pesait 300 millions et on pense qu'aujourd'hui, il doit peser quelque chose entre 350 et 400, ça va être dit bientôt par Xerfi. En Allemagne, c'est 3,3 milliards. C'est très organisé. Tous les acteurs sont connus autour d'une fédération où il est obligé, voilà, c'est très réglementé. La raison pour laquelle c'est le marché le plus important, c'est qu'en 1989, au moment de la chute du mur, il a fallu trouver très rapidement des managers pour la mayonnaise, pour aller remettre à niveau les boîtes de l'Est. Donc, il y a eu un effet de maturité qui a été sans commune mesure par rapport aux autres pays. Le deuxième marché, c'est l'Angleterre, qui est un marché qui pèse aujourd'hui 1,2 milliard par an, mais qui est un marché qui est très particulier. L'Angleterre, c'est un marché de job shopper, ça passe par des agencies, il y a très peu de valeur ajoutée. En fait, c'est juste du trading de managers. Voilà, il n'y a pas la valeur ajoutée, de suivi, de méthodologie, etc. Et puis après, on se rapproche sur les pays Pays-Bas. Pays-Bas, 300 millions d'euros, donc à peu près la même taille qu'en France, mais il y a 11 millions de personnes versus 70 en France. Et puis le marché au Benelux, c'est 100 millions d'euros. On voit beaucoup moins de maturité en Espagne et en Italie, qui sont des pays en devenir, peut-être liés, enfin, pas peut-être, certainement liés à la culture plus latine, qui n'est pas une culture où finalement, historiquement, on est habitué à outsourcer, à externaliser. Pour répondre à la question sur le management de transition, n'est-il que parisien? Je vais vous donner deux chiffres qui sont le baromètre de la fédération que j'ai sous les yeux et qui n'est pas encore publié. La segmentation des missions signées par lieu de réalisation de la mission. Il y a 40% des missions qui sont réalisées en Île-de-France sur l'ensemble des acteurs de France Transition. En 2019, 40% sont réalisés en Île-de-France. La deuxième région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes avec 16%. La troisième région, c'est les Hauts-de-France. Et la quatrième, avec 7,5%, excusez-moi. Et la quatrième, c'est les Pays de Loire avec 6%. Alors, ce que je crois, c'est que la plupart des acteurs sont effectivement parisiens. La raison, c'est qu'il
Il y a deux raisons. La première raison, c'est que la décision est très souvent parisienne dans les groupes de plus de 200 millions d'euros. Alors, je ne veux pas dire c'est pas enfin, c'est pas général, hein, il y a des entreprises partout, mais globalement, statistiquement, la décision est parisienne. Le deuxième élément, c'est que outre quelques spécificités régionales, il n'y a pas un endroit de Paris qui soit à plus de 1 ou 2 heures de train ou d'avion aujourd'hui en France. Donc, on va dire l'aller-retour peut se faire en un jour. Donc, on a accès, nous, chez Wayden, on a un bureau à Paris, mais on réalise des missions dans plein de régions en France. Ce que je crois aussi, c'est que vous voyez, typiquement, la région Rhône-Alpes, il y a 16% en 2019. En 2017, c'était peut-être 11 ou 12%. Et en fait, il y a quelques acteurs qui commencent à ouvrir, quand la stratégie commence à ouvrir des bureaux à Lyon, du côté de Lille pour certains. Et effectivement, bah, ça développe la région. Je pense que c'est une tendance qui va s'accentuer. Après, il y a un autre chiffre qui est intéressant pour finir la réponse, c'est la segmentation des managers par lieu d'habitation. Et ben là, on s'aperçoit que 45%, alors ça correspond peut-être, 45% des managers habitent la région Île-de-France. La deuxième région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, avec 17% de lieux d'habitation des managers. Mais globalement, quand on est manager de transition, la question de la mobilité n'est pas une question, c'est intrinsèque. Le manager de transition est mobile par définition. Je reprends mon exemple tout à l'heure de Christophe qui habite à Paris, un lieu de résidence dans les Deux-Sèvres, et puis qui est mobile à Genève en une journée. Je prends des questions. Quel est le taux de mission internationale? Ça, j'ai répondu. Je cherche. 40% correspond de la part économique de l'Île-de-France en France. Ouais, 40%, vous voyez, je vous parle d'environ un tiers du marché, donc 700 missions, il y en a 300 sur l'Île-de-France. Il faut être effectivement très mobile pour répondre à Didier Lies, puisque il y a des missions aussi qui sont multisites. Donc, il y a des missions qui demandent aux managers, notamment dans l'industrie, à passer d'un site dans le nord, dans l'est, dans le sud. Donc, voilà. Le sujet de la mission du management de transition en termes de mobilité n'est pas un sujet. Je peux encore prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, avec volontiers. Voilà, on me pose la question d'une fourchette moyenne de taux journalier et de durée de mission moyenne. Alors, la durée de mission moyenne, j'y ai répondu. Je vais vous éclairer sur le volet économique en toute transparence. Alors, je parle de taux clients par l'intermédiaire d'acteurs comme nous, donc au niveau de la fédération et du baromètre. Toujours, je m'en réfère. Le coût moyen de la prestation en hors taxe jour chez nos clients, enfin chez les clients de la fédération, est de 1259. 1259 jours en 2019. Chez Wayden, c'est 1350, donc ça monte le niveau. Et pour vous donner une dichotomie dans ce schéma-là, la plupart des missions se déroulent entre 1000 et 1500 euros jour. Le marché est ainsi fait et ça représente 50% des missions qui se déroulent entre 1000 et 1500 euros jour. Et il y en a que, en gros, il y en a 25% qui sont en dessous de 1000, mais au minimum 800, et 25% qui sont au-dessus de 1500. Et si on va un peu plus loin, au-dessus de 2000 euros, il n'y a que 3% d'émissions. Donc en fait, pour résumer ça, vous voyez, on est en dessous des références du conseil. Mais nous, la différence qu'on a avec le conseil, c'est qu'on est opérationnel et managérial. On intervient tous les jours et donc en full time. On n'est pas seulement 3-4 jours par mois en vision hélicoptère.
On me demandait, oui, le taux de joie. Et pour aller un cran plus loin aussi, il faut savoir que des opérateurs comme nous, en fonction des situations, en fonction des configurations de clients, de la mission, etc., entre le prix de vente client et on va dire la rémunération du manager, on prend un overhead entre 25 et 40%. Voilà, il y a plein de cas, ça dépend, mais globalement, le marché est faire ça. Il faut raisonner 2 tiers pour le manager, 1 tiers pour le MT. C'est à peu près la norme pour que vous ayez des éléments. Alors, pour faire le transfert entre l'équivalent brut annuel et le taux jour, c'est très simple. Vous gardez en tête que 100 000 euros de salaire équivalent brut annuel, avant impôt bien sûr à l'ancienne, pour un manager, ça correspond à peu près à 700 euros jour. Voilà, vous faites 100 000 fois 1,5 divisé par 217. Pour rajouter un peu de portage salarial, peu ou prou, on arrive à peu près à 700 euros jour. Comme ça vous donne une bonne vision de ce qu'est le management de transition. Ça permet aussi, par rapport à votre salaire, de savoir si vous êtes dans le registre du management de transition, parce que qu'on le veuille ou pas, le marché s'impose à nous. Le marché du management de transition, c'est globalement un marché qui, en fonction de la position du client, de la mission, etc., des enjeux, se situe dans une fourchette entre 1 000 et 2 000 euros en jour. Voilà. On me demande ce que je pense de la certification IFMT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la certification, et puis ça va être la dernière question, la certification IFMT, c'est une formation qui délivre un certificat de manager de transition qui a été monté à l'initiative d'une personne qui s'appelle Gilles Litras et qui a été, comment dirais-je, supporté par la fédération. Voilà, c'est une certification. Je dirais, je pense que ça apporte à certains des clés, des façons de fonctionner, de la méthodologie, mais c'est pas un sésame vers le management de transition en soi, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez la certification que vous êtes manager de transition. Voilà, je pense que management de transition aujourd'hui, c'est aussi la grosse différence, je dis souvent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être passé d'une logique de statut à une logique de contribution. La grosse différence se fait sur les soft skills et donc sur l'expérience, et les meilleurs managers de transition pourront vous le dire. Voilà, il me reste à vous remercier. C'était le premier webinar que Wayden organisait. Pour votre info, vous l'avez peut-être vu, on en organise 2 autres. Mercredi prochain, avec mon associé historique Rémi Dessertine, qui va parler de manière plus concrète des contextes d'intervention et des étapes d'une mission de management de transition. Et puis, le mercredi d'après, avec Alexandra Gentil, qui est notre DRH, sur le thème devenir manager de transition, et notamment sur le processus de sélection qu'on opère chez Wayden, parce que je dirais Wayden, on fait partie des quelques entreprises qui rencontrent beaucoup de monde. Je vais vous donner un petit chiffre. On reçoit une centaine de candidatures par semaine. Pas en ce moment, mais en mode normal, une centaine de candidatures par semaine. Alexandra fait un gros boulot pour en sélectionner. On rencontre 40 personnes pour à la fin n'en retenir que 15, 20 au maximum qui rentrent dans Wayden Selection, qui est le groupement des gens à qui on se réserve le droit de réaliser l'émission, après bien sûr avoir fini le parcours de sélection, deuxième entretien, prise de référence, etc., etc. En attendant, je vous invite à aller sur notre site web. Il y a plein d'informations peut-être complémentaires. On est des gens pragmatiques et directs et transparents. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à notre page LinkedIn. Notre page LinkedIn, elle est assez active puisqu'on a une vraie volonté chez Wayden de transmission d'informations, d'actualité sur le marché du management en transition, des gens accessibles. Et puis, si vous souhaitez embrasser, aller plus en avant dans le métier, si j'ose dire, de manager de transition, postulez via notre site web en indiquant que vous avez suivi le webinar. On a mis en place une organisation spéciale pour gérer les pics de charge et les afflux des gens qui postulent. Voilà, pour conclure, je dirais que le manager de transition, j'ai la conviction que c'est un vrai métier pour les managers
et que c'est une vraie aujourd'hui solution pour les entreprises et que modulo ce qui se passe en ce moment dans la crise, je pense que c'est assez conjoncturel, on en a besoin et il y a encore un bel avenir pour le management de transition. Je vous remercie. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur les mails, sur tout ce que vous voulez, sur Twitter aussi, on a un compte, sur Facebook. Je vois que ça pullule. Je suis très content. J'ai essayé d'être très pragmatique, de vous donner des éléments enfin voilà, concrets, sans forme de langage. Et je vous dis à très bientôt et avec Rémi et Alexandra. Au revoir à tous et merci pour votre temps.